Alors, je suis Gabrielle. Imparfaite, je plaide coupable, j'avoue, mais c'est sans aucune préméditation. Je suis née avec une imperfection que certains pourraient qualifier de don, par exemple. En effet, je peux voir ou ressentir ce qui peut se passer de l'autre côté du visible, donc une espèce de clairvoyance ou de médiumnité en quelque sorte. Depuis toute petite, ce monde m'apparaît comme un calque qu'on superposerait à la vie matière que tout le monde peut voir aujourd'hui. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai tout de suite réalisé que ce que je voyais, et qui était complètement normal pour moi, eh ben, les autres ne le voyaient pas. À partir de là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, chacun voit les choses comme il voit dans son monde et dans sa propre réalité. Et donc voilà, j'ai grandi avec cette étiquette quand même, bon, faut pas trop en parler, mais on avance. Au fil des années, je me suis mise quand même à collectionner ces imperfections. Par exemple, professionnellement, je suis artiste. Donc déjà, voilà l'étiquette d'emploi non stable et tout le jugement qui va avec. Ensuite, j'ai été maman jeune, à 22 ans. Donc encore une fois, une étiquette. Ensuite, maman solo, parce que j'élève mon fils depuis l'âge de ses 1 an toute seule. Donc ça en fait des étiquettes, mais c'est pas grave. Au final, moi, ces étiquettes et ces imperfections, je les voyais surtout à travers les yeux et les réactions des autres. Me concernant, j'avais aucun problème avec ça, je m'assumais vraiment telle qu'elle, et je peux dire même que j'en suis fière d'être restée fidèle dans mes baskets et de ne pas correspondre forcément aux standards que la société attendait. Personnellement, ça ne me dérangeait pas. Là où ça a commencé à me poser problème, en fait, c'est quand j'ai été confrontée aux imperfections des autres, mais aussi de la société. Jusqu'à récemment, notamment. Il y a un peu plus de 2 ans, je ne m'appelais pas Gabrielle, je m'appelais Aurélie. Ce changement de prénom est officiel sur ma carte d'identité et il est purement et simplement thérapeutique par rapport aux événements que j'ai subis. Alors, au risque d'en décevoir certains, il n'y a rien de paranormal dans ce que je vais vous raconter. Par contre, ce sont des faits bien concrets, bien réels, et peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est irréel ou impensable. Je vous laisse juger. Septembre 2017, j'ai été violée, chez moi, par un voisin. Je suis allée porter plainte à la gendarmerie. Là, on m'apprend pendant mon audition que mon agresseur est recherché depuis plus de 2 ans pour 13 chefs d'inculpation, dont notamment les derniers en date, violence aggravée et menace de mort. Donc déjà, ça pose l'ambiance, mais en même temps, je me dis que normalement, si on applique l'article 1 du Code pénal, l'État est censé garantir la sécurité de chaque citoyen. Mon agresseur était en liberté au moment des faits, donc passons. Lors de mon audition, on me prend en photo, et quand je demande c'est pourquoi faire, alors même si j'ai horreur de ce mot protocole, j'aurais préféré que le gendarme me dise à ce moment-là, c'est le protocole, mais non. Après une longue hésitation, il me dit, c'est pour que le procureur se fasse une idée. Ok. À la fin de mon audition, je relis et je demande à l'officier de rectifier tous les mots caresse par attouchement. À aucun moment, j'avais parlé de caresse dans ce que j'avais subi. Il me dit oui, il le fait. Au final, il ne l'a pas fait. Ce sont toujours les mots caresse. Passons. À la fin de l'audition, je lui dis bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le gendarme me dit de retourner chez moi et de faire comme d'habitude. Ok. Inutile de vous dire que je n'ai pas pu remettre les pieds chez moi, c'était quand même mon voisin dont on parlait. Donc je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Le lendemain, les gendarmes me rappellent et me proposent de mettre en place une mission piège pour enfin attraper ce criminel. Alors, c'est très simple, ça consiste à appeler mon agresseur, moi-même, jouer, simuler l'incompréhension de ce qui s'est passé pour convenir d'un rendez-vous et que, hop, les gendarmes l'attrapent. Jusque-là, sur le papier, tout va bien. Ok, le rendez-vous, il est ok pour ce rendez-vous. Donc, me voilà dans ma voiture avec 3 gendarmes, 3 militaires des brigades d'intervention cachées dans mon coffre. Donc, je suis la seule à voir ce qui se passe. Le plan est simple.
Quand mon agresseur s'approche à 2 mètres de ma voiture, j'ouvre la portière et je dis « salut ». À ce moment-là, ils sont censés sortir pour l'attraper. Ok, je suis la seule à voir ce qui se passe, je le rappelle. Il me demande à l'arrière de décrire la distance entre mon agresseur et la voiture. Je m'exécute. 50 mètres, 30 mètres, 20 mètres. Là, j'entends du bruit derrière. Je leur dis non, 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 pas maintenant, il est beaucoup trop loin, là. Ils sortent. Ils sortent. Mon agresseur les voit, il s'enfuit, avec les gendarmes au talon. 5 longues minutes où là, moi, je suis toute seule. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis entourée de cannes, parce que le point de rendez-vous, c'était dans les champs de cannes. Et là, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'encore une fois, on n'a pas respecté mon nom? Ou qu'est-ce qui se passe? Je me sens juste trahie par les forces de l'ordre à ce moment-là, parce que le plan n'a pas été respecté, en fait. Un militaire revient à la mine défaite, donc déjà, je comprends qu'ils ne l'ont pas attrapé. Et la seule chose qu'il me dit à ce moment-là, c'est « il y avait plus de 20 mètres, Madame Chaman ». Ok, donc autrement dit, tout est de ma faute. Donc, sous le choc, je retourne à la brigade pour signer les papiers de cette interpellation manquée. Le gendarme me tend une feuille où il y a écrit « On a essayé d'attraper l'agresseur, mes collègues n'ont pas réussi à l'appréhender ». Donc moi, je demande aux gendarmes « non, j'aimerais bien qu'on mette qu'il y a eu une mission piège de fait, que vous êtes entré dans ma voiture, que vous n'avez pas suivi le plan, donc que c'est pour ça qu'il a réussi à s'enfuir ». Et là, de toute sa hauteur, le gendarme se lève, me tend le stylo et me dit « Ça ne sert à rien, Madame Chaman, signez ». Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit « Vaut mieux que je signe, que je sorte et que j'aille me mettre en sécurité ». J'étais quand même dans une brigade de gendarmerie. Passons. Évidemment, je ne rentre pas chez moi. À minuit, je reçois un coup de téléphone d'un numéro privé. Je me dis « Ah, c'est peut-être la brigade, ils ont peut-être des nouvelles ». Je réponds. Loupé, c'est mon agresseur qui me dit « T'es où? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu m'as piégé? Fais demi-tour, je te rappelle dans 10 minutes. » Ok. On m'avait donné le numéro de portable du chef de la brigade pour pouvoir les joindre au cas où, s'il se passait quelque chose. Et pour, je cite, « C'est pas parce que c'est le week-end qu'on vous abandonnera, Madame Chaman, appelez-nous. » Je m'exécute encore une fois. J'appelle, ça répond pas. J'appelle le 17, qui est au courant de rien, évidemment. Donc, je réexplique tout. On me passe la brigade en question. La communication est coupée. Le 17 me rappelle. Rappelez demain. OK. Donc, le lendemain, c'était samedi. Samedi, j'ai essayé d'appeler sur le portable encore. Pas de nouvelles. Dimanche non plus. Le lendemain, pas de nouvelles. Donc, pendant ce temps-là, je rentre toujours pas chez moi. Mon agresseur me cherche. Le mardi matin, je décide de rappeler la brigade. Et là, on me dit, ça ne me dit pas grand-chose, votre dossier. OK. Alors, j'appelle une de mes connaissances qui est policier. Et donc, cette personne, quand je lui raconte tout, me dit « Mais c'est pas possible ce que tu racontes, tu dois délirer, ça doit être le stress dû au viol, parce que c'est complètement interdit de faire une mission piège, encore moins avec une victime de viol. Donc, à mon avis, tu hallucines. » Voilà. Bon. Donc là, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, mon agresseur me cherche, il sait que je l'ai piégé, je ne peux pas rentrer chez moi, les gendarmes m'ont abandonné, les personnes en qui je pensais pouvoir avoir confiance préfèrent estimer que j'hallucine. Dans l'histoire, j'avais aussi 2 côtes cassées suite au viol. Donc, au final, la meilleure solution qui m'est apparue à ce moment-là, c'est de quitter l'île. Donc, je m'en vais en métropole. Malheureusement, je n'ai pas pu amener mon fils avec moi à ce moment-là parce qu'il n'avait pas ses papiers à jour. Donc, je le confie à ma mère. Et dans ma tête, allez, au bout d'1 mois, que ce soit carte d'identité ou passeport, il y aurait les papiers, il me rejoindrait, voilà, on n'en reparle plus, je guéris, et puis on verra ensuite le reste. Sauf que cette personne de mon entourage qui est policier, alarmée par tout ce que j'ai fait, évidemment, a cherché pendant ce temps-là ma plainte au registre national des plaintes, introuvable. Donc, la personne s'est convaincue que je racontais n'importe quoi, les services sociaux ont été prévenus, le juge des enfants m'a enlevé la garde de mon fils pour motif d'abandon de famille du jour au lendemain. Alors, face à toutes ces imperfections, face à toutes ces injustices et ces anormalités, comment faire? Comment faire? En général, dans les épreuves de la vie, voilà, j'essaye de trouver le bon côté des choses, en retirer les leçons, voir toujours le verre à moitié plein.
Je peux remercier mon côté chaman justement pour ça, c'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai toujours vu le bien fondé des choses, ou pourquoi il arrive ci ou cela, et faire en sorte de continuer d'avancer. Mais là, j'étais dans un gouffre sans fond, je ne comprenais plus rien, je ne voyais vraiment pas ce qu'on était en train d'essayer de me dire, je ne savais pas comment faire. Grâce au soutien infaillible d'une poignée d'amis et de certains membres de ma famille, j'ai pu tenir debout. J'ai commencé à prôner j'ai commencé à appliquer ce que je prônais tout le temps, c'est-à-dire vivre au moment présent. Bon là, ça a été plus vivre un jour après l'autre. Vivre au moment présent, un jour après l'autre, voir le positif. Le positif, c'était que j'étais en bonne santé, mon fils aussi, même si on est séparés. Voilà, il n'y a pas de danger de vie pour l'instant. Donc au final, au fur et à mesure, j'ai réussi, à reprendre des forces et à me battre pour faire reconnaître mes droits, etc. Mais surtout, j'ai pris du recul. J'ai analysé les choses, plus comme la victime, mais comme une spectatrice. Et c'est là où il y a une évidence qui m'est apparue, mais vraiment immense, c'est que tout ce qui m'était arrivé, au final, on pouvait le résumer en une seule chose, le manque d'empathie, le manque de prise en considération de ma réalité, que ce soit le violeur qui n'accepte pas mon nom, que ce soit les gendarmes qui, une fois leur mission échouée, ils retournent chez eux tranquilles, pépères, que ce soit les juges des enfants et les assistants sociaux qui n'ont pas pris du tout en considération le contexte pour lequel j'étais partie. Bref, tout ça se résumait au manque d'empathie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous proposer un plan d'action pour essayer de changer tout ça, parce que mine de rien, c'est sûr, il faut témoigner, il faut dire les choses, mais proposer des solutions, pour moi, c'est aussi important. Et donc, on vit dans une société qui, en théorie, prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Bon, on est d'accord, tous avec notre vécu, on en est quand même loin, même si, évidemment, dans notre pays, c'est plus facile, j'en conviens. Mais dans la société dans laquelle on vit, surtout dans la pratique, on est étiqueté. D'accord, tout de suite. Maman solo, boulot non stable, peu importe les étiquettes, on en a tous. Et donc, on est dans des cadres. Tous ces cadres et ces étiquettes, en fait, ça entraîne la division entre nous, ça entraîne le jugement. D'accord, je suis mieux qu'un tel ou moins bien parce que l'autre réussit mieux, l'autre a une meilleure voiture. Enfin bref, passons, vous connaissez tous ces exemples-là. Et donc, finalement, la division et le jugement, on vit chacun pour soi. On vit chacun pour soi. Et on se compare les uns aux autres. Tout ça pour dire qu'on est loin. On est loin de liberté, égalité, fraternité. Les cadres qu'on nous inculque, complètement opposés à la liberté. Si on est dans un cadre, on n'est pas libre, on est d'accord. C'est assez simple à comprendre, ça. La comparaison, c'est pareil. On se compare, donc on n'est pas égaux. Et le chacun pour soi, malheureusement, ce n'est pas la fraternité. Alors, ok, d'accord, ce constat, il est simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on n'est pas du tout dans cette société-là. Et moi, ce que je propose, justement, c'est, pour retrouver plus de liberté, au lieu de nous mettre dans des cadres avec des étiquettes, de voir l'unicité de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a tous nos qualités, tous nos défauts. On a tous cette particularité qui fait qu'on est nous-mêmes. Pourquoi essayer de nous mettre dans des cadres, alors qu'au final, essayer de voir chacun comme quelqu'un d'unique. Donc retrouver l'unicité de chacun. À partir de là, il n'y aura plus de cadre. L'empathie, évidemment, c'est l'empathie et la mise en perspective avec la réalité de l'autre qui fait qu'on va arrêter de se comparer, qu'on va arrêter ces jugements, vu qu'on va commencer à s'imaginer à la place de l'autre, donc pouvoir vraiment être là les uns pour les autres avec cette empathie et du coup, plus d'égalité, vu qu'il n'y aura plus de comparaison. On pourra se mettre à la place de l'autre. L'interconnexion. Donc l'interconnexion pour plus de fraternité, c'est justement, au lieu d'être dans cet égoïsme et dans le chacun pour soi, moi j'ai réussi, je suis dans les bons cadres, se mettre à la place de l'autre, reconnaître l'unicité de l'autre, compatir, avoir de l'empathie envers ce que l'autre vit, on élimine le jugement, et donc c'est plus facile pour nous de tendre la main. C'est beaucoup plus facile de tendre la main et d'aider dans la mesure dans laquelle on peut aider, bien sûr, mais au moins il n'y a plus de jugement. Donc déjà, prendre en compte la réalité de l'autre, c'est tendre la main. Donc cette interconnexion, elle nous mène à cette fraternité, en fait. Et donc, si on regarde bien, l'unicité, l'empathie et l'interconnexion, ce sont les valeurs de l'humanité, tout simplement.
Pour moi en tout cas, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre nous. Et je me dis, tiens, il existe un code pénal, il existe un code civil, pourquoi pas mettre en place un code moral basé sur les valeurs de l'humanité? Oui, c'est utopique, c'est vrai, mais il faut bien commencer quelque part. En Suède et en Finlande, tous les élèves, ils commencent leur journée d'école avec des ateliers d'empathie, avec des ateliers de communication non violente. Donc ça se fait déjà ailleurs. Donc comme quoi, ce n'est pas si utopique que ça. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que oui, imparfaite, je plaide coupable, mais c'est par pure légitime défense, parce que le monde dans lequel on vit est imparfait, peuplé d'imparfaits êtres humains. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver un regard d'interconnexion entre nous. C'est de reconnaître en chacun de nos semblables une part de cette grande famille à laquelle on appartient tous, c'est-à-dire l'humanité. À la base, nous sommes tous des humains, et les humains, ça fait partie de la nature aussi. Donc oui, ça se fait déjà. En Suède, par exemple, c'est aussi le pays d'Europe le plus écolo. Donc tout ça pour dire que oui, ça peut être utopique, mais c'est faisable. Donc ce que je vous propose, c'est de retrouver ce regard d'inconnexion entre nous, de remplacer la compétition par la compassion. Je vous propose de laisser place à l'entraide, à la place de l'égoïsme. Je vous propose aussi de cesser tout jugement avec cette empathie et cette prise en considération de la réalité de l'autre. Et en fait, tout ça, on peut l'inculquer à nos enfants dès aujourd'hui à la place de tous ces cadres et de toutes ces étiquettes. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ce monde meilleur. Mais dès maintenant, si on inculque à nos enfants ces valeurs plus humaines, oui, j'en suis convaincue, on peut arriver à demain à un monde plus humain. Moi, je suis prête à faire ma part. Et vous ?